3 belles filles contre la tyrannie, mais l'une d'elles était une traîtresse. Si tu répètes un seul mot de ce que je viens de te dire, je jure devant Dieu que c'est toi qu'on enterrera avant moi. C'est ce que maman Béatrice, la belle-mère la plus redoutée du quartier Bonamoussadi à Douala, a murmuré à l'oreille de sa première belle-fille un soir de décembre, alors que la pluie battait les tôles du salon. Et cette phrase, mes amis, cette phrase allait déclencher une guerre silencieuse dont personne, absolument personne, ne pouvait prévoir l'issue. Avant de continuer cette histoire incroyable, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu. Vous n'allez pas regretter d'être resté jusqu'à la fin. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter 7 ans en arrière, quand tout a commencé. Maman Béatrice Tchinda était une femme de 63 ans, veuve depuis 10 ans, qui régnait sur sa famille comme un général sur son armée. Son défunt mari, Papa Tchinda, avait laissé derrière lui 3 fils. Éric, l'aîné, 38 ans, fonctionnaire au ministère des Finances, Samuel, le cadet, 35 ans, qui tenait un commerce de pièces détachées au marché Mbopi, et Joël, le benjamin, 31 ans, professeur dans un lycée privé de Bonabéry. 3 fils, 3 mariages, 3 belles-filles. Et maman Béatrice avait décidé, le jour même de chaque mariage, que ces femmes-là ne seraient jamais les bienvenues dans sa famille. La première belle-fille s'appelait Sandrine. Elle avait épousé Éric il y a 7 ans. Sandrine était comptable dans une entreprise de transit au port de Douala. Elle gagnait bien sa vie, 450 000 francs séabliques par mois, mais chaque mois, elle versait 100 000 francs à maman Béatrice. Chaque mois, sans exception. 7 ans de versement, ça fait 8 400 000 francs. 8 millions. Et pourtant, maman Béatrice ne l'avait jamais remerciée. Pas une seule fois. Sandrine lavait le linge de sa belle-mère chaque samedi. Elle payait les ordonnances médicales, l'hypertension, le diabète, les douleurs articulaires. Elle achetait les pagnes pour les cérémonies. Elle préparait les repas lors des funérailles familiales. Elle était la première à arriver et la dernière à partir. Ses mains sentaient toujours le cube Maggi et l'huile de palme chaude. Et que recevait Sandrine en retour? Des insultes. Cette femme-là a ensorcelé mon fils. Avant qu'elle arrive, Éric me donnait tout son salaire. Maintenant, il ne me donne que des miettes. Maman Béatrice disait cela dans les réunions de famille, devant tout le monde. Et Éric, son fils, son propre fils, ne disait rien. Il baissait la tête et regardait ses chaussures. La deuxième belle-fille s'appelait Grâce. Oui, Grâce. Et c'est exactement ce qu'elle portait dans son cœur. La grâce, la patience, le pardon. Grâce avait épousé Samuel il y a 5 ans. Elle était coiffeuse. Elle tenait un petit salon dans le quartier Aqua, 3 fauteuils, 2 employés. Le salon marchait bien, elle gagnait entre 300 000 et 400 000 francs par mois selon la saison. Grâce, elle, ne donnait pas d'argent directement à maman Béatrice. Non, elle faisait pire. Elle donnait son temps. Chaque dimanche après l'église, elle allait chez sa belle-mère. Elle nettoyait la maison de fond en comble. Elle cuisinait pour toute la semaine. Le ndolé, le coquille, le poisson braisé, tout. Elle emmenait maman Béatrice chez le médecin en Bolt.
Elle attendait des heures dans les couloirs de l'hôpital Lacquintini. Elle portait les sachets de médicaments. Et un jour, Grâce a entendu maman Béatrice dire au téléphone « La femme de Samuel ? Elle est gentille, mais elle est bête. Une femme intelligente ne perd pas son dimanche à frotter le carrelage d'une vieille. Elle le fait parce qu'elle veut l'héritage de mon mari. Mais moi vivante, elle n'aura rien. » Grâce a entendu. Elle a serré les dents. Elle a continué à frotter le carrelage. Mais ce que maman Béatrice ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. La 3e belle-fille s'appelait Nadège. Et Nadège, c'était un autre genre de femme. Nadège avait épousé Joël, le Benjamin, il y a 3 ans. Elle ne travaillait pas. Elle disait qu'elle cote 3. Mais personne ne l'avait jamais vue envoyer un CV. Nadège avait le teint clair, des ongles toujours faits, des cheveux toujours tressés, et un sourire qui pouvait vous vendre un terrain marécageux au prix d'un duplex à Bonapriso. Dès le premier jour, Nadège avait compris quelque chose que Sandrine et Grâce n'avaient pas compris. La seule façon de survivre dans cette famille, c'était d'être du côté de maman Béatrice. Alors Nadège rapportait tout. Quand Sandrine se plaignait au téléphone que sa belle-mère était ingrate, Nadège écoutait et allait le répéter à maman Béatrice. Quand Grâce disait en riant que la vieille exagère parfois, Nadège transformait le rire en trahison. Grâce a dit que vous êtes une vieille folle qui exagère. Et maman Béatrice récompensait Nadège. Elle lui donnait des pagnes. Elle lui envoyait de l'argent en cachette, 50 000, 100 000 francs. Elle la défendait devant les voisins. Les mois passaient, les années passaient, et la tyrannie de maman Béatrice devenait de plus en plus insupportable. Un mercredi soir, Sandrine est rentrée du travail, fatiguée, les pieds gonflés. Elle était enceinte de 6 mois. Elle avait passé la journée à vérifier des bordereaux d'embarquement. Tout ce qu'elle voulait, c'était un bain chaud et son lit. Mais en arrivant chez elle, elle a trouvé maman Béatrice assise dans le salon, les bras croisés, le visage fermé. « Tu es en retard », a dit maman Béatrice. Sandrine a regardé l'heure. 19h30. Elle a souri faiblement. Sandrine a senti son ventre se nouer. 300 000 francs, d'un coup. Alors qu'elle venait de payer le loyer, la facture Camwater, la facture Eneo, et qu'il restait encore les frais de la maternité à régler. « Maman, je n'ai pas cette somme en ce moment. Peut-être 100 000 ? Je peux essayer ?» Maman Béatrice s'est levée d'un bond. « 100 000 ? 100 000 francs pour un deuil dans ma famille ? Tu veux me ridiculiser devant mes sœurs ? Toi qui gagnes des millions au port, tu ne peux pas donner 300 000 francs à ta belle-mère ?» Sandrine ne gagnait pas des millions. Mais maman Béatrice avait toujours cru que sa belle-fille cachait de l'argent. Ce soir-là, Éric est rentré. Maman Béatrice lui a raconté sa version. Et Éric, cet homme qui avait juré devant Dieu de protéger sa femme, s'est tourné vers Sandrine et a dit « Tu ne pouvais pas juste lui donner ce qu'elle demande ? Pourquoi tu compliques toujours les choses ?» Sandrine a regardé son mari. Ses yeux étaient rouges, son ventre était lourd, et son cœur était en train de se fissurer. Et ce n'était que le début. 2 semaines plus tard, c'était au tour de Grâce. Grâce avait été invitée à un mariage, celui de sa propre cousine à Yaoundé. Elle avait acheté un beau pagne wax, fait coudre une robe élégante chez le tailleur du quartier et réservé un billet de bus VIP. Elle était heureuse. Pour une fois, un dimanche pour elle. Le samedi soir, veille du mariage, son téléphone a sonné.
C'était maman Béatrice. Grâce a fermé les yeux. Le silence au bout du fil était glacial. Et elle a raccroché. Le lendemain, Grâce est allée au mariage de sa cousine. Et pendant 1 mois entier, maman Béatrice n'a plus adressé la parole à Samuel. 1 mois de silence. 1 mois pendant lequel Samuel dormait sur le canapé parce que, si ta mère souffre, comment tu peux dormir tranquillement avec ta femme ? C'est ce qu'il avait dit. 1 mois pendant lequel Grâce a cuisiné seule, mangé seule, pleuré seule. Mais la vérité allait bientôt éclater. Pendant ce temps, Nadège jouait son rôle à la perfection. Elle rendait visite à maman Béatrice presque chaque jour. Elle lui apportait des beignets haricots du coin de la rue, elle lui massait les pieds, elle la complimentait sur ses pagnes. Et surtout, elle alimentait le feu. « Maman, vous savez que Sandrine a dit à sa collègue que vous étiez une charge ? Que sans vous, elle aurait déjà construit sa propre maison ? Maman, Grâce dit partout que vous sentez mauvais et que c'est pour ça qu'elle ne veut plus venir le dimanche. » Ces mensonges, ces petits mensonges empoisonnés, tombaient dans l'oreille de maman Béatrice comme de l'huile sur le feu. Et la vieille femme, aveuglée par sa propre méchanceté et la flatterie de Nadège, croyait tout, absolument tout. Un soir de mars, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sandrine et Grâce se sont retrouvées par hasard au même maquis à Bonanjou. Sandrine était venue retrouver une ancienne camarade de classe. Grâce était venue acheter du poisson fumé pour le dîner. Elles se sont vues, elles se sont assises, elles ont commandé 2 tops et elles ont commencé à parler. Et pour la première fois en 7 ans pour l'une, 5 ans pour l'autre, elles ont parlé. Vraiment parlé. Sandrine a raconté les 300 000 francs. Grâce a raconté le mariage manqué de sa cousine. Sandrine a parlé des insultes en réunion de famille. Grâce a parlé du mois de silence. Elles ont comparé les messages WhatsApp, les appels, les crises, les larmes. Et soudain, comme un éclair dans la nuit, elles ont compris. « Attends, » a dit Sandrine en posant sa bouteille. « Tu dis que maman Béatrice t'a dit que j'avais dit que tu cuisinais mal ? » ?»« Oui, en novembre dernier. » »« Grâce, je n'ai jamais dit ça. Jamais. En novembre, je t'ai envoyé un message pour te demander ta recette de sauce arachide. Pourquoi je dirais que tu cuisines mal ? Silence. « Et toi ?» a continué Grâce. « Maman Béatrice m'a dit que tu avais dit que mon salon de coiffure était un dépotoir. » Sandrine a ouvert grand les yeux. « Quoi ? Mais c'est moi qui ai envoyé 3 de mes collègues se faire coiffer chez toi le mois dernier ?» Elles se sont regardées. Et la même question leur est venue à l'esprit. Qui rapportait ces mensonges à maman Béatrice ? La réponse était évidente. Nadège. Ce soir-là, assise sur des chaises en plastique, éclairée par la lumière jaune d'une ampoule qui se balançait au-dessus d'elle, Sandrine et Grâce ont fait un pacte. Elles allaient s'unir. Elles allaient confronter maman Béatrice ensemble. Elles allaient mettre fin à cette tyrannie. Mais elles ont commis une erreur. Elles ont décidé d'inclure Nadège. Code 28 avait insisté Grâce. Code 29, Sandrine avait hésité. Quelque chose dans son ventre, et ce n'était pas le bébé, lui disait de ne pas faire confiance à Nadège. Mais Grâce avait insisté. Et Sandrine, fatiguée de se battre, avait cédé. Le lendemain, elles ont appelé Nadège.
Elles lui ont tout raconté. Les mensonges, les manipulations, le plan. Elle voulait rédiger une lettre commune aux 3 frères Chinda, exposant le comportement de leur mère, demandant une réunion de famille. Nadège a écouté. Elle a hoché la tête. Elle a dit « Mes sœurs, je suis avec vous à 100%. Cette femme m'a fait souffrir aussi. Comptez sur moi. » Et le soir même, à 22h37, oui, l'heure exacte parce que WhatsApp enregistre tout, Nadège a envoyé un message vocal de 11 minutes à maman Béatrice. 11 minutes. Elle a tout raconté. Le maquis, le pacte, la lettre, les noms, les détails. Et maman Béatrice a souri dans le noir de sa chambre. Un sourire qui aurait fait froid dans le dos au diable lui-même. Le lendemain matin, avant 7h, maman Béatrice avait appelé ses 3 fils. Pas ensemble, un par un, en privé. À Eric, elle a dit 31. À Samuel, elle a dit 32. À Joël, elle a dit, d'une voix douce cette fois, « Mon petit Joël, heureusement que ta femme Nadège m'aime. Elle seule me respecte dans cette famille. Les 2 autres sont des sorcières. » Mais ce que maman Béatrice ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Ce soir-là, Eric est rentré chez lui. Il n'a pas dit bonjour à Sandrine. Il s'est assis à table, il a mangé le riz qu'elle avait préparé, et il a dit, sans lever les yeux, « Sandrine avait 8 mois de grossesse. 8 mois. Et son mari lui disait de faire ses valises. » Elle a posé la main sur son ventre. Elle a senti le bébé bouger. Et elle n'a rien dit. Pas un mot. Chez Samuel, c'était pire. Samuel a crié. Il a frappé la table si fort que le verre d'eau s'est brisé. Grâce a pleuré. Elle a pleuré toute la nuit. Ses employés au salon, le lendemain, ont vu ses yeux gonflés et n'ont rien dit. À Douala, on ne pose pas de questions quand une femme mariée pleure. Sandrine et Grace ont compris immédiatement. Nadège les avait trahis. Le plan était mort avant même d'avoir commencé. Et pendant les semaines qui ont suivi, maman Béatrice a intensifié sa cruauté. Comme si la tentative de rébellion de ses belles-filles lui avait donné un nouveau souffle de méchanceté. Elle a exigé que Sandrine, à 8 mois de grossesse, vienne laver ses rideaux. Elle a interdit à Grace de venir aux réunions familiales. Et elle a installé Nadège comme sa favorite officielle. Quand il y avait un repas de famille, c'est Nadège qui s'asseyait à côté d'elle. Quand il y avait une cérémonie, c'est Nadège qui portait le même pagne qu'elle. Quand il y avait de l'argent à distribuer, c'est Nadège qui recevait la plus grosse part. Puis est arrivé le jour qui a tout changé. Sandrine a accouché. Un petit garçon, 3 kg 200 grammes. Il est né un mardi matin à l'hôpital La Quintini. L'accouchement avait été difficile, une césarienne d'urgence. Sandrine avait perdu beaucoup de sang. Elle est restée hospitalisée 5 jours. Pendant ces 5 jours, maman Béatrice n'est pas venue une seule fois. Pas une seule fois. Grace est venue, avec du jus de bissap fait maison, du poisson braisé et un petit pyjama bleu pour le bébé. Elle est venue chaque jour, après le travail, en Bolt,
traversant la ville de Aqua à Lac-Quintigny, dans les embouteillages de Douala. Mais maman Béatrice, qui habitait à 20 minutes de l'hôpital, n'est pas venue. Le 6e jour, quand Sandrine est rentrée chez elle avec le bébé, elle a trouvé un message WhatsApp de maman Béatrice. Un seul message. Pas de félicitations. Pas de bénédiction. Juste « J'espère que tu vas bien. N'oublie pas mon argent du mois. » Sandrine a lu ce message. Elle a lu ce message 3 fois. Et quelque chose s'est brisé en elle. Pas son cœur, non. Son cœur s'était déjà brisé depuis longtemps. Ce qui s'est brisé, c'était la chaîne invisible qui l'attachait à cette femme, à cette famille, à cette servitude. Elle a posé son téléphone. Elle a regardé son fils endormi. Et elle a pris une décision. Plus jamais. Mais Sandrine n'était pas une femme de scandale. Elle n'allait pas crier, pleurer, supplier. Non. Sandrine était comptable. Et les comptables savent faire une chose mieux que quiconque, compter. Le lendemain, pendant que le bébé dormait, Sandrine a ouvert son ordinateur. Elle a ouvert un fichier Excel et elle a commencé à compter. 7 ans de versement mensuel. 8 400 000 francs CFA. Facture médicale payée, 2 300 000 francs. Panier cadeau, 1 500 000 francs. Courses alimentaires pour maman Béatrice, estimation 3 millions sur 7 ans. Frais de transport pour les visites, 500 000 francs. Total, 15 700 000 francs CFA. 15 700 000 francs. En 7 ans, Sandrine avait donné à cette famille l'équivalent d'une maison. Puis elle a ouvert un 2e fichier, le fichier des preuves. Sandrine avait gardé tous les reçus de transfert Orange Money. Tous. Chaque envoi de 100 000 francs avec la date, l'heure, le numéro de référence. Elle avait des captures d'écran de conversations WhatsApp où maman Béatrice la traitait de côte 39, de côte 40, de côte 41. Elle avait les témoignages écrits de voisins qui avaient assisté aux scènes d'humiliation publique. Puis Sandrine a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a appelé Grace. Et Grace a répondu. Elles se sont retrouvées dans le bureau d'un avocat à Bonanjo, Maître Fotso. Un homme calme, précis, qui portait des lunettes carrées et parlait lentement. Sandrine lui a présenté le fichier Excel. Grace lui a présenté ses propres preuves. Des enregistrements vocaux de maman Béatrice l'insultant au téléphone. Des témoignages de ses employés du salon. Maître Fotso a étudié les dossiers. Il a retiré ses lunettes, il les a nettoyées avec un mouchoir, puis il a dit « 44 ». Pendant 3 semaines, Sandrine et Grace ont préparé leur sortie. En silence, méthodiquement, comme 2 chirurgiennes préparant une opération délicate. Sandrine a ouvert un compte bancaire séparé, dans une autre banque, UBA, pas à Freeland où Eric avait ses comptes, à son nom seul. Elle a commencé à y transférer ses économies. 20 000 par-ci, 30 000 par-là. De petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons. Elle a contacté un agent immobilier pour trouver un appartement. Elle a visité 3 logements en secret, pendant sa pause déjeuner, en disant à ses collègues qu'elle allait à la pharmacie. Le soir, quand Eric dormait, elle allumait la lampe de son téléphone
et prenait des photos des documents importants rangés dans l'armoire du salon. Acte de mariage, acte de naissance, titre de propriété, relevé bancaire. Elle envoyait les photos à Grace par un chat WhatsApp qu'elles avaient créé à deux, sans Nadège. Le chat s'appelait simplement 45. Personne ne l'ouvrirait. Grace, de son côté, a renforcé son salon. Elle a négocié un nouveau bail directement à son nom. Avant, c'était Samuel qui signait tout. Elle a ouvert un compte professionnel séparé chez Express Union. Elle a commencé à mettre de côté 50 000 francs par semaine dans une enveloppe qu'elle cachait sous la pile de serviettes au salon de coiffure. Elle a aussi parlé discrètement à sa grande sœur à Yaoundé, qui lui a dit « Si tu as besoin d'un endroit, ma porte est toujours ouverte. » Chaque soir, les deux femmes se téléphonaient. Pas de messages écrits, trop risqués. Des appels brefs, 2 ou 3 minutes. « Tu as les reçus Orange Money ?»« Oui, j'ai tout depuis 2017. » L'avocat veut aussi les captures d'écran WhatsApp. Je les ai toutes. Et elles ont attendu le bon moment. Le bon moment est arrivé un dimanche, après la messe, lors d'une réunion de famille que maman Béatrice avait elle-même convoquée. Le sujet officiel, la rénovation de la maison familiale à Bangangté. Tous les 3 fils étaient là, avec leurs femmes. Le pasteur avait été invité comme médiateur, comme c'est la coutume. Maman Béatrice présidait. Elle portait un grand boubou bleu brodé d'or. Elle souriait. Elle avait préparé du jus de gingembre et des beignets. L'odeur sucrée flottait dans l'air comme un piège parfumé. « Cote 51 » a-t-elle commencé. « Cote 52 » Nadège a hoché la tête avec enthousiasme. « Cote 53 » Éric a regardé Sandrine. Samuel a regardé Grace. Les deux femmes n'ont rien dit. C'est alors que Sandrine s'est levée. Elle s'est levée lentement, calmement. Son bébé dormait dans les bras de la voisine, dans la pièce d'à côté. Elle portait une robe simple, blanche, sans bijoux. Et dans sa main droite, elle tenait une grande enveloppe brune. Une enveloppe brune. Le silence est tombé dans la pièce comme une pierre dans un puits. « Maman Béatrice » a dit Sandrine d'une voix douce, presque un murmure. « Cote 55 » Elle a ouvert l'enveloppe. Elle en a sorti des feuilles imprimées qu'elle a posées une par une sur la table, devant le pasteur. Maman Béatrice a pâli. Le pasteur a pris les feuilles. Ses mains tremblaient légèrement. Puis Grace s'est levée à son tour. Elle aussi tenait une enveloppe brune. « Et voici, » a dit Grace, « les enregistrements audio de maman Béatrice m'insultant au téléphone. J'ai les dates, les heures, les durées. Voici aussi le témoignage de ma voisine, Tantine Rose, qui a entendu maman Béatrice dire devant 6 personnes que je faisais de la sorcellerie pour détruire sa famille. » Maman Béatrice s'est levée d'un bond. « Ce sont des mensonges, ce sont des mensonges. Ces femmes-là complotent contre moi. Nadège, Nadège, dis-leur comment ces femmes sont méchantes. » Nadège a ouvert la bouche. Puis elle l'a refermée, parce que Sandrine n'avait pas fini. Sandrine a sorti une dernière feuille de l'enveloppe. « Cote 61 » a-t-elle dit en la posant devant tout le monde. Le sang a quitté le visage de Nadège. Elle est devenue blanche. Aussi blanche qu'une Camerounaise peut devenir blanche. Ses lèvres tremblaient. Ses ongles parfaitement manucurés se sont enfoncés dans ses paumes.
Joël a regardé sa femme. « Nadège, c'est quoi cette histoire ?» Nadège a bafouillé. « Mon chéri, c'est pas ce que tu crois. Maman Béatrice m'avait demandé de surveiller. » « De surveiller ?» a répété Samuel. « Tu espionnais nos femmes pour ta belle-mère et tu leur mentais en même temps ?» Le pasteur a levé la main. « S'il vous plaît, laissons Sandrine finir. » Sandrine a regardé maman Béatrice droit dans les yeux. Et elle a parlé. Pas fort, pas vite. Chaque mot pesait comme une pierre. Maman Béatrice, pendant 7 ans, j'ai fait tout ce qu'une belle fille peut faire. J'ai donné mon argent, mon temps, ma santé. J'ai supporté vos insultes. J'ai souri quand vous me crachiez dessus. J'ai cuisiné quand vous me traitiez de sorcière. Et quand j'ai accouché de votre petit-fils, vous n'êtes même pas venu. Pas un jour, pas une heure. Vous m'avez envoyé un message pour me demander de l'argent. Sa voix n'a pas tremblé, pas une seule fois. Cote 69. Elle s'est tournée vers Éric. Éric, je t'aime. Mais l'amour ne me demande pas de mourir à petit feu. Si tu veux rester le fils de ta mère, reste. Mais je ne serai plus le sacrifice qu'on brûle pour garder cette famille en vie. Grâce s'est avancée. Elle a posé sa main sur l'épaule de Sandrine. Ce que Sandrine dit, je le dis aussi. Samuel, pendant 5 ans, j'ai frotté le carrelage de ta mère chaque dimanche. J'ai manqué le mariage de ma propre cousine pour elle. Et elle a dit que je le faisais par bêtise. Par bêtise. Non. Je le faisais par amour. Mais l'amour, quand il n'est jamais rendu, il meurt. Et le mien est mort. Le pasteur a baissé la tête. Éric avait les mains qui tremblaient. Samuel fixait le sol. Joël regardait Nadège avec un dégoût qu'il n'essayait même plus de cacher. Et maman Béatrice pleurait. Mais ses larmes, pour la première fois, ne faisaient pleurer personne. Sandrine a ramassé ses documents. Elle a refermé l'enveloppe brune, et avant de sortir, elle s'est arrêtée à la porte. Elle s'est retournée. Et elle a dit cette phrase que tout le quartier de Bonamoussadi allait répéter pendant des mois. Puis elle est sortie. Grâce l'a suivie. La porte s'est refermée derrière elle. Et dans le salon parfumé au gingembre, il ne restait que le silence. Un silence épais, lourd, comme la terre rouge de Douala après la pluie. Mais ce que maman Béatrice ignorait, c'est que le pire était encore à venir. Les semaines qui ont suivi la réunion ont été un tremblement de terre pour la famille Chinda. Sandrine a quitté la maison conjugale. Elle a emménagé dans un appartement de 2 pièces à Koto, près de son lieu de travail. Un appartement modeste, le carrelage était froid, les murs étaient nus, et il n'y avait qu'un matelas au sol, mais c'était son espace, son silence, sa paix. Elle a inscrit le bébé à la crèche, elle a repris le travail après son congé de maternité, et chaque soir, elle rentrait, elle donnait le bain à son fils, elle le berçait en chantant une berceuse que sa propre mère lui chantait quand elle était petite, et elle dormait enfin sans la boule dans l'estomac. Grace a fait la même chose. Elle a loué une chambre au-dessus de son salon de coiffure, un espace petit mais suffisant. Elle a agrandi son salon, un 4e fauteuil, puis un 5e. Elle a commencé à faire des tresses et des tissages pour les mariages, et les commandes se sont multipliées. En 3 mois, son chiffre d'affaires avait doublé. Et chez les Chinda, tout s'effondrait. Sans Sandrine,
Éric a réalisé quelque chose de terrible. Il ne savait rien faire. Il ne savait pas payer les factures en ligne. Il ne savait pas cuisiner. Il ne savait même pas à quel hôpital aller quand il avait mal aux dents. Pendant 7 ans, Sandrine avait tout géré. Et il ne s'en était même pas rendu compte. Maman Béatrice a appelé Éric. Éric a répondu, pour la première fois de sa vie. Maman Béatrice a raccroché sans un mot. Sans grâce, Samuel a perdu le seul dimanche de paix qu'il connaissait. Plus personne ne nettoyait la maison de sa mère. Plus personne n'emmenait la vieille à l'hôpital. Et quand maman Béatrice a demandé à Samuel de venir lui-même, il a découvert ce que Grâce faisait chaque semaine depuis 5 ans. 4 heures de ménage, 3 heures de cuisine, 2 heures d'attente à l'hôpital. Un dimanche entier, englouti. Samuel a appelé Grâce. « S'il te plaît, reviens, ma mère a besoin de toi. » Grâce a ri. Un rire triste, doux, fatigué. « Samuel, ta mère n'a pas besoin de moi. Elle a besoin d'une domestique. Et je ne suis pas une domestique. Je suis ta femme. Ou du moins, je l'étais. » Et Nadège ? Ah, Nadège. C'est ici que la karma a frappé avec une précision chirurgicale. Après le scandale de la Réunion, maman Béatrice s'est accrochée à Nadège comme à une bouée de sauvetage. Sa seule alliée, sa fidèle, sa préférée. Mais sans l'argent de Sandrine et le travail de Grâce, maman Béatrice n'avait plus rien à offrir. Plus de pagne, plus d'enveloppe de 50 000 francs, plus de faveurs. Et devinez ce qui s'est passé ? Nadège a disparu. Du jour au lendemain, Nadège a arrêté de venir. Plus de beignets haricots, plus de massage de pieds, plus de visites. Quand maman Béatrice l'appelait, Nadège ne décrochait pas. Quand elle lui envoyait des messages, Nadège répondait 3 jours plus tard. Occupée à quoi ? À rien. Nadège n'avait jamais rien fait. Mais maintenant que maman Béatrice n'avait plus rien à donner, Nadège n'avait plus rien à prendre. Et Joël, le mari de Nadège, avait ouvert les yeux. Il avait vu les messages vocaux. Il avait compris que sa femme avait trahi ses belles-sœurs pour gagner les faveurs de sa mère. Il avait compris que Nadège n'était pas une épouse, c'était une mercenaire. 3 mois après la réunion, Joël a demandé le divorce. Nadège a supplié. Elle a pleuré. Elle a menacé. Elle a même appelé le pasteur pour qu'il intervienne. Mais le pasteur, qui avait lu les messages WhatsApp de ses propres yeux ce dimanche-là, a dit « Nadège a essayé une dernière carte. Elle est allée voir maman Béatrice. » Et savez-vous ce que maman Béatrice a répondu ? Maman Béatrice, cette femme pour qui Nadège avait trahi, menti, manipulé pendant 3 ans, elle a dit. Nadège a regardé sa belle-mère. Et dans ce regard, elle a vu la vérité que Sandrine et Grâce avaient comprise bien avant elle. Maman Béatrice n'aimait personne. Maman Béatrice utilisait les gens. Et quand ils n'étaient plus utiles, elle les jetait comme des épluchures de plantain. Nadège est partie. Elle est retournée chez sa mère à Bafang, avec une valise, des ongles qui avaient besoin d'être refaits, et des regrets plus lourds que tout ce qu'elle avait jamais porté. Et dans le quartier Bonamoussadi, les gens disaient « Et ce n'était que le début de la chute de maman Béatrice. » Sans les 15 millions de Sandrine, sans le travail gratuit de Grâce, sans même la compagnie de Nadège, maman Béatrice s'est retrouvée seule. Vraiment seule. Ses factures médicales se sont accumulées. L'hypertension n'a pas disparu, parce que les belles filles étaient parties.
le diabète non plus. Mais maintenant, c'est elle qui devait faire la queue à la pharmacie. C'est elle qui devait prendre le Bolt pour aller à l'hôpital. C'est elle qui devait compter les comprimés. La maison de Bangangté, personne n'a donné d'argent pour la rénover. Elle continue de tomber en ruine. Les réunions de famille, plus personne ne vient. Le salon est vide. Les chaises en plastique sont empilées dans un coin. Le gingembre sèche dans un sachet oublié sur l'étagère. Le groupe WhatsApp de la famille Chinda, qui comptait autrefois 23 membres, est devenu silencieux. Plus de photos, plus de messages vocaux, plus de « bonne nuit la famille », juste le silence. Les voisines du quartier, celles qui autrefois venaient boire le jus de gingembre de maman Béatrice et écouter ses médisances sur ses belles-filles, ont commencé à l'éviter. Chuchotait-elle au marché Mbopi en pesant les tomates. Et un soir, seule dans sa maison silencieuse, maman Béatrice a compris. Elle a compris ce que ces femmes étaient vraiment. Pas des ennemies, pas des sorcières, pas des voleuses. Elles étaient les piliers invisibles de sa vie. Et elle les avait chassées, une par une, comme on arrache les colonnes d'un bâtiment en pensant que le toit tiendra tout seul. Le toit ne tient jamais tout seul. 18 mois plus tard. Sandrine a été promue directrice administrative dans son entreprise de transit. Son salaire a doublé. Elle a acheté un terrain à Logbessou et commencé la construction d'une petite maison. 2 chambres, un salon, une cuisine. Rien d'extravagant. Mais à elle. Entièrement à elle. Elle a inscrit son fils dans une bonne école maternelle. Le petit garçon parle déjà français et un peu d'anglais. D'où à la oblige. Eric vient voir son fils chaque week-end. Il apporte des jouets, des fruits. Il s'assoit dans le salon de Sandrine. Et parfois il dit « Je suis désolé ». Et Sandrine répond « Je sais ». Mais elle ne revient pas. Pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle s'aime enfin elle-même. Grace a ouvert un 2e salon de coiffure, cette fois à Bonapriso, le quartier chic de Douala. 8 fauteuils, 5 employés. Des clientes qui viennent de Yaoundé, de Kribi, même de Libreville. Son salon s'appelle Quat 87. Le logo est doré sur fond violet. Elle a acheté une voiture. Pas une grande voiture, une petite Toyota Yaris d'occasion. Mais c'est sa voiture. Et le dimanche, elle va à l'église. Et après l'église, elle rentre chez elle. Elle cuisine pour elle-même. Et elle mange en paix. Samuel l'appelle parfois. Il demande pardon. Il dit qu'il a changé. Grace écoute. Elle ne dit ni oui ni non. Elle dit « Quat 88 » parce que Grace sait que les excuses sont faciles. C'est le changement qui est difficile. Et un dimanche après-midi, alors que Grace fermait son salon de Bonapriso, une femme est entrée. Une femme âgée, en boubou simple, sans bijoux, les cheveux gris sous un foulard usé. C'était maman Béatrice. Grace a failli laisser tomber ses clés. Maman Béatrice est assise sur l'un des fauteuils de coiffure. Elle a regardé autour d'elle, les miroirs illuminés, les photos de coiffure sur les murs, l'odeur du chamois et de la crème défrisante. Et elle a dit, d'une voix que Grace ne lui avait jamais entendue, une voix brisée, humble, petite. « Grace, tu avais raison. Tu n'étais pas bête. C'est moi qui étais aveugle. » Grace n'a rien dit pendant un long moment.
Elle a posé les clés. Elle a tiré un tabouret et s'est assise en face de sa belle-mère. « Maman Béatrice, je ne vous en veux plus. La colère est trop lourde à porter. Mais je ne reviendrai pas dans votre maison pour frotter votre carrelage. Je ne reviendrai pas dans une famille qui m'a traitée comme une servante. Si un jour vous voulez une relation avec moi, ce sera d'égal à égal, pas autrement. » Maman Béatrice a hoché la tête. Une larme a coulé sur sa joue. Et pour la première fois, cette larme n'était pas une arme. C'était juste de l'eau salée. De l'eau salée et du regret. Mes chers auditeurs, cette histoire nous enseigne 3 leçons. Premièrement, la bonté sans limite n'est pas de la vertu, c'est de la captivité. Donner est beau, mais donner à ceux qui vous méprisent, c'est creuser sa propre tombe. Apprenez à mettre des limites, non pas par égoïsme, mais par respect pour vous-même. Deuxièmement, méfiez-vous de ceux qui parlent trop vite et sourient trop facilement. Nadège souriait plus que tout le monde. Elle approuvait plus vite que tout le monde. Et c'est elle qui a trahi. La loyauté ne se mesure pas aux mots, elle se mesure aux actes, surtout quand personne ne regarde. Troisièmement, une femme qui se lève n'est pas une femme en colère. C'est une femme qui a compris sa valeur. Sandrine et Grace n'ont pas crié. Elles n'ont pas insulté. Elles n'ont pas frappé. Elles ont parlé avec des chiffres, des preuves et du calme. Et c'est ce calme qui a fait trembler la maison entière. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec une femme qui a besoin de l'entendre. Partagez-la avec un homme qui a besoin de comprendre. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche, laissez un commentaire pour me dire quelle leçon retenez-vous. Et n'oubliez jamais, on ne construit pas une famille sur le dos d'une femme brisée. Parce que le jour où elle se relève, c'est toute la maison qui s'écroule. À la prochaine histoire. Que Dieu vous bénisse.